Bonjour à tous, je m'appelle Ophélie Tan. Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'organisation du Paris Air Forum pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce matin. Je suis présidente de l'association Orage, qui a pour but de tisser des liens entre les jeunes, leurs valeurs et les acteurs de l'aéronautique, aussi bien les académiques, les industriels, mais également les aéroports. Donc ça tombe bien, vous êtes tous autour de la table ce matin. Ce panel, ce matin, me tient particulièrement à cœur, car je représente, je pense, une génération qui se pose énormément de questions. Des questions sur nos valeurs, nos actions, mais aussi sur notre place face à une industrie qui propose des solutions aujourd'hui, mais peut-être pas assez rapidement face à une urgence. Cette urgence climatique, elle est réelle, elle existe. Elle se traduit par les différents rapports du GIEC, qui sont toujours plus alarmants, mais aussi tout simplement par les événements naturels qu'on peut voir comme ces dernières semaines, les températures excessivement élevées, autant en Inde qu'en France pour la période. Les actions et les politiques qui sont mises en place aujourd'hui auront un impact dans le futur, et c'est notre génération qui en subira les conséquences. Airbus, par exemple, développe et propose une solution du premier vol commercial sans émission de carbone en vol d'ici 2035. Je me pose alors la question, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence entre le timing que proposent ces grands donneurs d'ordre et la réalité de l'urgence climatique ? Est-ce que le transport aérien aujourd'hui peut vraiment se décarboner sans décroître ? Merci, vous l'aurez compris, on va encore parler décarbonation durant cette table ronde. On en parle beaucoup depuis 3-4 ans à peu près, une pression sociétale, politique également. La pandémie en a rajouté une couche, si je puis dire. Évidemment, le transport aérien n'a pas attendu cette pression pour réduire son empreinte carbone. Mais ceci dit, il y a une question qui reste en suspens. Peut-on vraiment décarboner le transport aérien sans passer par des restrictions, des limitations d'usage, avec la croissance annuelle qui s'annonce de l'ordre de 3-4%, suivant les estimations? Est-ce qu'on peut voler sans entrave et sans polluer, pour résumer? Alors on va essayer de dresser les principaux et très nombreux enjeux de cette question ce matin avec Justine Coutard. Vous êtes directrice de l'aéroport d'Orly, du groupe ADP. On est également avec Michel Wackenheim, président de l'Académie de l'air et d'espace, avec Thibaut Normand, qui se trouve à ma droite, vice-président stratégie climatique du groupe Safran, et enfin Grégoire Carpentier, cofondateur de l'association Aérodécarbo, auparavant dénommé Supaérodécarbo, si je ne dis pas de bêtises, et proche du bien connu Shift Project. Alors on est avec un auditoire qui connaît bien le sujet, mais ça m'est difficile quand même de ne pas poser un minimum le sujet, de vous poser la question. À vous, Thibaut Normand, est-ce que vous pouvez nous recadrer en quelques phrases le contexte et la trajectoire du transport aérien en matière d'empreinte carbone ? Merci de me donner cette possibilité de rappeler en introduction les enjeux technologiques associés à la décarbonation du secteur aérien. On a ces dernières années au sein du secteur une convergence d'à peu près l'ensemble des acteurs sur l'identification des leviers qui contribueront à la décarbonation du secteur. Et on a atteint aujourd'hui une forme de maturité dans la définition d'une feuille de route crédible de décarbonation. Il y a évidemment des incertitudes, j'y reviendrai, mais l'ensemble des leviers aujourd'hui sont bien identifiés. Le premier levier, de manière très macro, comme dans toute décarbonation sectorielle, comme dans toute politique énergétique, c'est moins consommer d'énergie. Et là-dessus, les progrès que nous avons devant nous, de la même façon que les progrès que nous avons en partie derrière nous sur les générations précédentes d'avions, sur les générations actuelles, sont encore importants. Et on estime au sein de Safran qu'on peut les accélérer pour relever le défi climatique et viser à ce que la prochaine génération d'avions court moyen courrier, à l'horizon 2035, on parlait de temporalité, ce seront les avions qui feront la flotte de 2050. On peut viser jusqu'à 30% d'économie d'énergie sur cette prochaine génération d'avions. Et ça, par rapport à la dernière génération qui a été introduite il y a à peu près 5 ans et qui ne constitue encore aujourd'hui que 15% de la flotte. Donc on a
un levier technologique très important devant nous. Comment on peut l'atteindre ? C'est vraiment la combinaison de l'ensemble des progrès possibles au sein des moteurs. Et je crois que la pression de la décarbonation nous fait un peu changer de mindset, au sens où, plutôt que d'innover incrémentalement, on voit qu'il va falloir actionner l'ensemble des leviers, à la fois sur les moteurs et sur l'allègement des avions, pour atteindre cet objectif assez ambitieux que je viens d'évoquer. Le deuxième grand volet, ça va être changer de vecteur énergétique. C'est passer principalement à la question des carburants aériens durables, les SAF, Sustainable Aviation Fuels. C'est quand même essentiellement cette source d'énergie qui fera la décarbonation demain. On pourra revenir sur la place de l'électrique et de l'hydrogène de manière plus détaillée. La finalité, c'est cette fameuse neutralité carbone pour 2050. C'est l'objectif que se sont donnés l'ensemble des acteurs du secteur en octobre dernier, de parvenir à cette neutralité à l'horizon 2050, qui correspondrait grosso modo à peu près 90% de réduction par rapport à une action sans décarbonation, sans mise en œuvre de tous ces leviers, 90% de réduction par passager, kilomètre. Il restera des émissions. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très clair. Les carburants durables, sur leur cycle de vie, ils ne sont pas zéro émission. Et donc, il y aura des émissions résiduelles qu'il faudra compenser par des puits de carbone. Et ça, c'est tout à fait clair, admis. Mais la neutralité carbone, notre enjeu, c'est d'aller aussi loin que possible dans la réduction avant d'activer ces puits carbone. Un enjeu également dont on parle moins, Michel Wackenheim, vous m'en avez parlé pour préparer cette table ronde, c'est l'importance de la communication, de l'intégrité de l'information. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, je trouve que la question est posée sous une forme qui est adaptée à la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire, l'aviation peut-elle se décarboner ? On serait ailleurs dans le monde, on serait en Afrique ou on serait dans les îles du Pacifique. Je crois que la question, ce serait, est-ce que le transport aérien peut se développer tout en respectant des objectifs climatiques ? Et ça, c'est quand même très important parce qu'au bout du compte, ça entraîne un certain nombre de conclusions, dans un sens ou dans l'autre. Parce que dans un cas, on va chercher à savoir si vraiment l'aviation peut le faire. Dans l'autre cas, on va chercher à savoir si vraiment on peut respecter les objectifs climatiques. Donc ça, c'est important de comprendre la perception du public, ici, ailleurs aussi dans le monde. Il faut également, je crois, tenir compte de la temporalité, parce qu'on parle de 2050. Alors là, je souscris ce qui vient d'être dit par mon ami de Safran, mais le GIEC, les gens du groupe de travail des Nations Unies, insistent aussi sur le fait que ce qui compte, c'est le CO2, le carbone, qui va être émis entre maintenant et 2050. Donc il faut non seulement avoir des objectifs ambitieux, mais pour 2050, mais aussi pour maintenant, pour 2020, 2030, 2040. Ça, c'est une autre affaire. Et ça entraîne aussi des décisions stratégiques en termes industriels, mais aussi en termes politiques, en termes opérationnels, en termes d'exploitation. Donc je nuance un petit peu la question. Et puis, en ce qui concerne la clarté de l'information, et je vais juste m'arrêter là, mais quand on dit net zéro émission, c'est ça, la terminologie est consacrée du domaine du secteur, en 2050, que comprend le public ? Est-ce qu'il comprend zéro émission ? Qu'est-ce que ça veut dire le net ? À qui on s'adresse ? Il faut parler au public. Il ne faut pas que les aviateurs parlent aux aviateurs seulement. Donc il y a un problème qui se pose, à mon avis, au secteur, et qui le sait bien, et qui essaye maintenant d'améliorer les choses, mais c'est la façon dont on communique. Que veulent dire les mots ? On vient de le dire, net zéro émission en 2050, ça veut dire que le transport aérien compensera la totalité des émissions résiduelles, quelles qu'elles soient. Safran dit 10%, on espère que ça sera 10% et moins de 10%, ça pourrait tout aussi bien être 30-40%. Les prévisions de l'OACI à ces horizons-là sont quand même très très larges. On parle de 200 à 900 millions de tonnes de CO2 émis. Donc si c'est 900, c'est aussi un scénario, ça veut dire que le secteur va compenser 900 millions de tonnes de CO2.
C'est pas dramatique, c'est faisable. Il faut regarder ce que ça veut dire en termes de nombre d'euros par passager. C'est à mon avis tout à fait faisable. Mais il ne faut pas non plus négliger cet aspect économique. Voilà ce que je voulais dire. Grégoire Carpentier, vous avez une autre façon de voir les choses. Je voulais vous poser cette question-là en introduction pour montrer qu'on peut aborder ce même sujet, mais sous un angle quelque peu différent. Oui, alors merci déjà de me donner l'occasion de m'exprimer dans cet événement. C'est une première pour nous de participer à un événement qui est quand même professionnel. Dans la table ronde précédente, on parlait du rôle des ONG. Alors nous, on n'est pas une ONG, on est un think tank. Je représente même 2 think tanks qui sont Aérodécarbo et le Shift Project. Et je pense que la bonne place pour nous, c'est de faire la bonne courroie de transmission entre un monde professionnel et la société civile pour faire écho à ce que disait Michel Wackenheim à l'instant. Alors, on dit quel est notre objectif. Notre objectif, il est fixé par l'accord de Paris, c'est de contenir le réchauffement climatique en dessous d'une certaine élévation de température. Donc il y a 2 cibles qui sont données. Il y a une cible à 1,5 degré qui est toujours atteignable mais très ambitieuse. Et il y a une cible à 2 degrés qu'il ne faut surtout pas traverser, sans quoi on ne garantit plus la stabilité du système climatique. Ce que le GIEC met en face comme contrainte physique de ces cibles, c'est un budget carbone. Un budget carbone, là encore Michel l'a dit, c'est une quantité d'émissions de CO2 cumulées entre aujourd'hui et 2050, voire 2100, selon le budget qu'on prend, qu'on ne peut pas dépasser, sans quoi on ne garantit pas l'objectif climatique. Et nous, on a tendance à voir le sujet par la physique d'abord. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est plus difficile de négocier avec les contraintes physiques, avec les lois de la nature, que de négocier avec des investisseurs ou avec de se répartir une croissance du trafic si jamais il fallait l'encadrer. Donc ce budget carbone, en quoi il se traduit en termes de décroissance des émissions? Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse chuter nos émissions de entre 3,5% et 5% par an chaque année dès aujourd'hui. Donc ça veut dire que dès aujourd'hui, on réduit nos émissions comme l'a fait le Covid. Et donc l'an prochain, c'est comme le ferait 2 Covid. Et l'année d'après, c'est comme le ferait 3 Covid, et ainsi de suite. Donc l'enjeu, il est énorme. À partir du moment où on pense en budget carbone, nous on a envie de poser la question de la décarbonation du secteur aérien en termes de budget carbone pour se dire finalement, est-ce qu'on veut que l'aviation se décarbone plus vite, moins vite ou au même rythme que l'ensemble de l'économie? Comme la réponse elle est politique, on a commencé par faire l'exercice, voyons ce qu'on peut faire pour se décarboner au moins aussi vite. Donc voyons ce qu'on peut faire pour réduire nos émissions, on va dire de 3,5% par an. Et je vous interrogerai un petit peu plus tard sur les conclusion de votre étude. Pour finir un petit peu ce cadrage, Justine Coutard, je voulais aussi vous faire intervenir sur un point que je trouvais intéressant. On a souvent l'idée que c'est un enjeu de très long terme, mais finalement, quand on s'occupe d'un aéroport, c'est déjà un sujet d'aujourd'hui, l'acceptation sociétale d'une infrastructure telle que celle-ci. Oui, les deux, sociale et sociétale, effectivement. Déjà, le simple fait qu'on soit réunis aujourd'hui montre, je crois, la maturité du secteur sur ce sujet. Enfin, c'est un élément, je pense que c'est intéressant qu'on prenne un tout petit peu de champ pour se rendre compte qu'il y a quand même peu de secteurs industriels où il y a une telle cohérence entre les différents acteurs sur toute la chaîne de valeur, avec des engagements qui sont collectifs, communs, et sur lesquels chacun s'engage, depuis les constructeurs jusqu'aux compagnies et jusqu'aux gestionnaires d'infrastructures comme le groupe ADP. Donc c'est déjà un élément sur lequel on peut, je crois, être collectivement satisfait, c'est qu'on a pris toute la mesure du problème, et ceci déjà depuis plusieurs années, et chacun à son niveau, à son échelle et à sa mesure. La nécessité de la décarbonation, elle est effectivement palpable dès aujourd'hui. Alors pour un aéroport comme Orly, qui est l'un des aéroports les plus urbanisés d'Europe, c'est tout simplement quotidien. La pression de la part du territoire, des parties prenantes, de nos passagers, clients, compagnies, sur justement la nécessité de se décarboner et de réduire le plus possible nos impacts environnementaux, évidemment ceux des émissions de CO2, mais pas seulement. Le bruit est un sujet tout aussi palpable et vivace pour les populations qui vivent aux portes de nos pistes, et puis également tous les enjeux liés à la biodiversité et de manière générale à la limitation de nos impacts environnementaux.
Et donc on a des actions concrètes qu'on met en place dès aujourd'hui, pour Orly, avec des aéroports, avec des objectifs qui sont effectivement un petit peu plus rapprochés que ceux qu'on évoque habituellement, mais justement pour tenir compte de cette spécificité territoriale d'Orly, qui fait que la pression est plus vive qu'ailleurs et qu'elle se rappelle quotidiennement à notre bon souvenir. Et donc on s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone dès 2025 pour ce qui concerne nos émissions internes. Il faut bien avoir en tête que les émissions des gestionnaires d'infrastructures sont une partie très minoritaire par rapport à l'ensemble des émissions de CO2. Pour Orly, c'est 11 600 tonnes de CO2 par an en 2019. Mais on s'est dit que justement, pour prendre toute notre part dans ce problème, il fallait qu'on soit capable justement d'avoir valeur d'exemplarité sur ce sujet et qu'on puisse commencer par traiter les émissions de CO2 qui étaient à notre main. Et puis on s'est fixé une ambition beaucoup plus importante, c'est de tendre vers le zéro émission nette au sol en 2030. Donc en se disant qu'on allait non seulement traiter nos émissions internes, mais essayer d'embarquer aussi toute la communauté aéroportuaire vers 2030, donc demain, ce qui suppose qu'on arrive à la fois à traiter le sujet de l'accessibilité routière à Orly et le sujet de la circulation au sol des aéronefs, qui sont les deux gros contingents des 290 000 tonnes de CO2 qui sont émises annuellement à Orly, en tout cas en 2019. On va essayer de se pencher un petit peu maintenant sur les leviers technologiques, essayer d'aller dans le concret, dans le précis, pour comprendre comment on pourrait éventuellement parvenir à cette fameuse neutralité carbone. Je vous redonne aussitôt la parole, Justine Coutard. Commençons sur le tarmac. Concrètement, comment vous allez réussir à atteindre les objectifs dont vous venez de nous parler? Je crois qu'il y a un programme avec Eurocontrol, c'est ça? Absolument. Alors on a plusieurs programmes. L'idée vraiment sur cette ambition de décarbonation, c'est de faire feu de tout bois d'une certaine manière et d'aller chercher la politique des grands pas comme des petits pas. Et donc sur l'optimisation des opérations au sol, donc côté piste cette fois-ci, parce que il y a d'autres volets côté ville, sur notamment la limitation de l'accessibilité routière, essayer de passer par d'autres vecteurs de transport. Pour ce qui concerne en tout cas les opérations de roulage, on est en train de lancer plusieurs projets en essayant justement de considérer l'ensemble du process, des technologies, en sachant bien justement que sur ce volet, toutes les technologies ne sont pas matures et qu'il y en a certaines qui sont encore en cours d'expérimentation. Il y a notamment une expérimentation qui va être menée à Charles de Gaulle sur le taxi-boat. Et en tout cas, de notre côté, on a notamment tout un projet qui s'appelle le dashboard environnement, qu'on est en train de mener à la fois avec Eurocontrol, avec la start-up Safety Line, et puis avec des compagnies partenaires, notamment Transavia, sur lesquelles on travaille justement sur le calcul très fin des émissions de CO2 au roulage et avec des simulations de ce qui nous permettrait de réduire ces émissions de CO2, que ce soit par l'utilisation du N-1 moteur, par l'optimisation de la circulation du tracé. C'est quelque chose aussi qu'on travaille avec la navigation aérienne pour voir justement s'il y a des seuils de décollage qui permettent ou d'atterrissage qui permettent d'optimiser le tracé suivant le poste-avion qui est prévu ensuite pour l'atterrissage de l'avion et son arrivée au contact du terminal, et sur également toute l'optimisation des process. Et c'est pour ça qu'on associe les chefs pilotes des compagnies aériennes. C'est pour pouvoir balayer tous les leviers qui sont à notre main, les intégrer dans nos feuilles de calcul et ensuite pouvoir avoir une approche prédictive de ces sujets et faire en sorte que la considération environnementale soit un paramètre qui soit pris en considération par nos partenaires contrôleurs aériens, par mes équipes qui sont en charge de l'exploitation et de l'affectation des avions sur les postes avions, et puis par les compagnies aériennes avec la pratique également des pilotes. Et le roulage, rappelez-nous, c'est quelle part à peu près des émissions totales et des émissions au sol? Alors sur les 290 000 tonnes de CO2 qui sont émises au sol à Orly, c'est à peu près 30% le roulage. Donc c'est quand même un contingent assez important auquel on s'attaque. Donc ça veut dire qu'avec tous les outils cumulés que vous comptez mettre en œuvre, vous pouvez espérer atteindre quel niveau de réduction à peu près? C'est 30% à peu près, c'est ça, non? Non, ça c'est 30%, c'est avec les technologies et les process qui sont à notre main aujourd'hui. On espère bien aller beaucoup plus loin en faisant le pari qu'il y a des technologies qui sont en cours d'expérimentation. On y travaille avec nos partenaires constructeurs aussi, et qui justement à l'horizon 2030 auront apporté leurs preuves et nous permettront d'aller plus loin. Et c'est ceci bien évidemment sans compter sur l'usage des autres carburants dont on va parler, mais de toutes les alternatives au kérosène qui permettent elles aussi de limiter justement les émissions de CO2 au sol comme en vol.
Merci, vous m'avez fait ma transition, donc j'ai pas à la faire, ça m'arrange bien. Effectivement, je me tourne vers Safran. Thibaut Normand, vous avez présenté l'année dernière CFM Rise, alors que je ne me trompe pas, un projet de démonstrateur de moteurs non carénés, qui a le mérite d'être agnostique. C'est le mot qu'on entend de plus en plus chez les motoristes, c'est-à-dire qu'on pourrait être compatible avec du kérosène, évidemment, mais le fameux SAF, est-ce qu'on peut se pencher un peu sur ce SAF? Pourquoi le mettre autant en avant? Pourquoi en espérez-vous autant? Merci. Effectivement, je rebondis sur la question de la temporalité qu'on a évoquée tout à l'heure. Il est essentiel que notre secteur fasse des progrès majeurs dans la décennie qui vient. C'est un défi pour l'ensemble des secteurs de l'économie compte tenu des travaux du GIEC et de l'indication que c'est dans les prochaines années que se joue le fait de rester sous une température de réchauffement de 2 degrés. Et aujourd'hui, on voit bien que le développement d'un nouveau moteur, c'est des horizons qui sont plus lointains, d'un nouvel avion, etc. Donc la question des carburants durables est celle qu'on peut le plus rapidement activer pour réduire fortement les émissions du secteur. Dans les carburants durables, j'insiste plus particulièrement sur ceux qui sont incorporables en mélange, carburant aérien durable. On peut d'ores et déjà en mettre jusqu'à 50% dans l'ensemble des moteurs, des avions qui volent aujourd'hui. On est aujourd'hui à moins de 0,1%. Donc on voit qu'on a un gap monstrueux, qui est un gap qui se trouve plutôt au niveau de la production, parce qu'on n'a jamais eu de politique incitative. On a eu un problème d'offres et de demandes qui se sont courus après pendant des années. Et aujourd'hui, on a un momentum très important, alors certes en Europe, mais aussi dans d'autres parties du monde, aux États-Unis, très fortement et de manière croissante depuis 1 an dans différents territoires en Asie. Ces carburants durables, on estime qu'ils pourraient représenter jusqu'à 10% du carburant utilisé par les compagnies aériennes à l'horizon 2030. Il y a une grande partie des compagnies américaines et européennes qui se sont engagées sur ces taux d'incorporation. Et comme ils réduisent sur leur cycle de vie d'à peu près 75-80% le CO2, c'est déjà 7-8% de gains de CO2 à l'horizon 2030, sans compter le renouvellement de la flotte qui va permettre de réduire la consommation. Par contre, vous l'avez dit, la production est quasi inexistante. Elle explose aux États-Unis. Il y a des aides, mais en Europe, ça va bouger à ce niveau-là, où on va rester là, sans rien faire, et à importer ce SAF américain au final? Alors, en Europe, il y a un cadre réglementaire qui est en train d'être finalisé. La semaine dernière, les États membres au niveau du Conseil ont défini leur position, le Parlement a défini sa position, donc on va rentrer dans ce qu'on appelle les trilogues, c'est-à-dire vraiment l'atterrissage final d'un texte qui va obliger les acteurs, les compagnies aériennes à incorporer une trajectoire croissante de carburant durable dans leur flotte. Et donc on parle, selon les positions Parlement ou États membres, de 6 à 8% à 2030, mais aussi de 63% à l'horizon 2050 de ces carburants dans toutes finalement le carburant qui sera utilisé par les avions sur le territoire européen pour les vols intérieurs ou vers l'extérieur de l'Union européenne. Encore une fois, sur la production, on ne sait pas encore comment elle va être elle va augmenter. Ça va tirer forcément la production, c'est une obligation. Les acteurs du secteur de la production, Total était présent tout à l'heure dans une table ronde, voient clairement un marché qui arrive. Il y a au-delà de ces obligations réglementaires, il y a une demande extrêmement forte. Et on va être dans les 2-3 prochaines années dans un effet ciseau avec une demande qui est en train d'exploser, une offre qui va arriver plutôt vers 2025, entre 2025 et 2030. Mais là, il y a un signal qui est clair, qui est lancé vers les producteurs, qui commencent à investir lourdement. Un acteur comme Shell a dit, en 2030, 10% de ma production et mes ventes de carburant au secteur aérien seront des SAF. Donc ils sont en train de prendre le virage, ils ont aussi un intérêt en termes de transition juste pour leur industrie. L'industrie du raffinage en Europe fait face à l'horizon de 15 ans à une chute très forte de la consommation dans le secteur des transports terrestres avec l'électrification des véhicules. Donc c'est aussi une opportunité pour eux. Et aujourd'hui, on voit Safran et au niveau européen assure la présidence d'un pilier aviation
dans une nouvelle alliance européenne des carburants durables sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça part des producteurs d'électricité ou des producteurs de biocarburants pour aller jusque à l'ensemble, aux compagnies aériennes, à l'ensemble des acteurs du secteur aérien. On voit une vraie dynamique en Europe pour que la production suive ces quotas d'incorporation qui sont discutés réglementairement. Elle a quelle ambition, cette alliance dont vous parlez ? Elle a l'ambition de faire émerger un pipeline de projets en Europe pour produire les carburants à hauteur des obligations d'incorporation dans une logique de souveraineté énergétique des besoins pour assurer les besoins de l'aviation en carburant. Alors, autre levier incontournable, très médiatisé depuis bientôt 2 ans par Airbus, c'est l'hydrogène. Impossible de faire une table ronde sur ce sujet sans évoquer l'hydrogène, mais plutôt que de se pencher sur l'avion, on pourrait peut-être se pencher sur tout ce que nécessite cet avion, autrement dit, des infrastructures au sol, la production d'électricité verte. Qui veut prendre la parole là-dessus ? Justine Coutard, Michel, allez-y. Je m'en doutais bien que vous alliez prendre la parole là-dessus. Oui, puisque vous m'invitez, autant le faire. Alors, ce que je voulais rajouter quand même un petit peu, c'est qu'avant, bon, évidemment, il faut, comme l'a dit Thibaut Normand, accélérer sur les carburants durables, mais ne pas oublier non plus qu'on peut encore améliorer la performance des avions actuels selon les technologies existantes. Et là, l'industrie dit qu'il y a encore probablement 30% à gagner. À peu près. Bon, je ne sais pas si ce chiffre est exact à la virgule près, mais enfin, il y a encore à gagner. Et puis, il y a un autre aspect des choses. Alors, on y reviendra peut-être si on parle d'économie, mais il y a la modernisation des flottes. Il y a quelque chose qui ne nécessite aucune technologie nouvelle, qui consiste simplement à remplacer les vieux avions par des avions modernes. Et il y a des études qui avaient été faites il y a quelques années là-dessus. Si on remplace instantanément toute la flotte ancienne par une flotte dernière génération, on gagne 30% en émissions de CO2. Bon, là aussi, ça fait... Bon, alors, on est dans le... Je ne dis pas qu'on est dans le fantasme, mais ce qu'on peut quand même observer, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'incitation. Il n'y a rien. Il n'y a pas du tout d'incitation. Alors que pour l'automobile, hein, on a distribué des primes importantes pour inciter les gens à acheter des voitures électriques, des voitures hybrides, des voitures moins polluantes. Et pour l'aviation, c'est compliqué, les échelles, les ordres de grandeur sont différents, donc, mais il ne faut pas oublier ça quand même. Bon, alors sur les SAF, je suis d'accord, c'est maintenant qu'il faut accélérer et mettre en place des moyens. Et il ne faut pas se limiter à ce que, je dirais, les prévisions nous disent. Il faut aller encore plus loin, quoi, parce que c'est maintenant et jusqu'en toutes les années qui vont venir qu'on va diminuer les émissions en utilisant ces fameux carburants, dont les performances sont variables d'un carburant à l'autre, mais on sait qu'il y a, et ça existe déjà, des carburants synthétiques dont l'empreinte carbone est quasiment nulle. Donc il faut non pas oublier aussi cette possibilité-là. Les Allemands y travaillent, il y a des usines en Suisse, il y a une usine en Suède ou en Islande, enfin bref, il y a beaucoup de possibilités. Alors l'autre aspect des choses, ce qui est important pour, à mon avis, les opérateurs de transport aérien, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans des évolutions technologiques qui fera en sorte que des avions ne pourraient pas être accueillis partout dans le monde. Il faut que aussi on accompagne au niveau des infrastructures. Donc si on invente des carburants nouveaux, que ce soit l'hydrogène, que ce soit des SAF, eh bien, il faut les infrastructures d'avitaillement. Et là, l'aéroport de Paris a dit qu'il y travaillait. Et il faut que tous les aéroports susceptibles de recevoir ces avions, ils travaillent. Il n'y a pas que les aéroports européens. Il faudrait se poser la question des aéroports américains. Quelle va être la stratégie américaine en termes d'équipement des aéroports? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et il faut qu'aussi, au sein des flottes des compagnies aériennes, il y a quand même une continuité. Je sais que les compagnies aériennes n'aiment pas avoir plusieurs catégories, plusieurs de technologies pour assurer les mêmes services. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une certaine progressivité dans l'évolution des technos. Donc le problème est assez vaste. Il n'est pas seulement technologique, il concerne aussi les gestionnaires d'infrastructures et que sont les aéroports et derrière cela, évidemment, la stratégie politique des États qui sont concernés.
Justement, Justine Coutin, là, alors, Michel englobait toutes les énergies, c'est vrai, mais aussi si on reste sur l'hydrogène, on commence à comprendre ce que ça signifie pour un aéroport que de pouvoir avitailler des avions en hydrogène. Absolument. Je veux juste revenir un tout petit instant sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, on peut se dire qu'il pourrait y avoir des incitations publiques toujours plus importantes pour le renouvellement des flottes. Il faut quand même constater que les 2 années de crise sanitaire qu'on vient de vivre ont été fort heureusement très largement mises à profit par les compagnies aériennes pour renouveler leur flotte et faire des commandes massives d'avions de nouvelle génération. Maintenant, on est plutôt sur un sujet de capacité des constructeurs à honorer ces commandes et dans des délais qui soient les plus rapprochés possibles. Mais si je considère toutes les compagnies qui opèrent à Orly, elles sont la très grande majorité en tout cas, à lancer des commandes et à engager ce renouvellement des flottes avec des avions de dernière génération. Et puis on cherche aussi à accompagner ce mouvement, y compris dans notre système tarifaire, avec des redevances qui sont avec un système de bonus-malus en fonction justement des impacts environnementaux, des émissions de CO2, du bruit et des performances des aéronefs. Donc il y a quand même, de manière générale, une logique qui vise à ce que ce renouvellement des flottes soit de plus en plus incité, favorisé dans tout notre mode de fonctionnement. Sur l'accompagnement des infras, la stratégie qu'on a eue, effectivement, c'est en quelque sorte d'être agnostique sur le sujet de ce que sera la technologie la plus performante et celle qui nous permettra d'avoir la décarbonation la plus efficace. Et donc d'être, en quelque sorte, en tant que gestionnaire d'infrastructure, un facilitateur de cette décarbonation pour faire en sorte que, quelle que soit la technologie qui atteindra le meilleur degré de maturité, on soit prêt à l'accueillir sur nos plateformes. C'est pour ça qu'on a lancé un MOU avec Airbus et Air Liquide sur le sujet de l'hydrogène, parce que c'était sans doute pour nous le défi le plus important, en tout cas en tant que gestionnaire d'infrastructure, que d'accueillir cet hydrogène et cet hydrogène qui doit être liquéfié pour pouvoir être intégré dans les avions, et ce qui suppose d'avoir à la fois la place pour accueillir la zone de liquéfaction de l'hydrogène et à terme un réseau hydrant qui soit complémentaire du réseau hydrant qu'on a aujourd'hui et qui permet d'apporter le kérosène. Juste pour être clair, pardon pour le background, si on parle SAF, carburant synthétique, ça ne change pas fondamentalement Exactement. vos infrastructures, ça passe en gros par les tuyaux actuels, c'est l'hydrogène qui en revanche là nécessite de gros investissements. Exactement. Pour la station de liquéfaction, Pour nous, le SAF, c'est le plus simple. vous me parliez de 20 hectares pour la seule station, je ne sais pas si je devais dire ce chiffre, mais voilà, en tout cas Exactement. vous m'avez dit, pour la seule station de liquéfaction de l'hydrogène, c'est ça? Oui. Donc c'est à la fois de l'espace, donc du foncier, des investissements absolument colossaux pour prévoir cela, mais d'une certaine manière, on s'est attaqué de manière assez précoce à ce qui était le plus compliqué pour nous. Parce que les SAF, ils sont miscibles dans le kérosène classique, et donc on peut utiliser le réseau hydrant qu'on a aujourd'hui et qui permet d'apporter le kérosène au niveau des avions. C'est ce que rappelait Thibaut Normand tout à l'heure, hein, les moteurs autorisent une miscibilité jusqu'à 50%, donc il n'y a pas de difficulté pour nous tant qu'on n'a pas une obligation d'avoir du 100% SAF dans certains aéronefs. Là, la question se posera de manière un peu différente quand on en arrivera à ce stade, en tout cas pour nos infrastructures. Donc le SAF, d'une certaine manière, c'est ce qu'il y a de plus simple, et donc effectivement, on l'encourage autant qu'on peut. L'hydrogène, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un défi à la fois financier, technologique, et pour nous, en termes d'infrastructure et de mise en place de tout ce nouveau réseau, et donc c'est la raison pour laquelle on s'y est mis assez vite. Et carburant synthétique, hein, donc pour rappel, c'est quoi? Hydrogène vert plus carbone, pour faire court. Là aussi, ça demande des infrastructures de production d'électricité verte qui sont conséquents. Michel Wackenheim, vous n'allez pas me contredire là-dessus? Non, je ne peux pas vous contredire là-dessus. Certainement pas vous contredire là-dessus. Je crois même que c'est le défi le plus important, à la limite. La technologie... je pense que les industriels vont la développer dans les différentes solutions. Il y aura des innovations technologiques. Maintenant, la question qui se pose quand même, c'est que ce soit l'hydrogène ou les SAF, il faut de l'électricité pour les fabriquer. Et on oublie toujours de mentionner ce problème de l'électricité. Je ne sais pas si... aujourd'hui, on utilise du pétrole, hein, du kérosène, qui est en même temps la source d'énergie primaire et le vecteur d'énergie. Dans l'avenir, on aura une source d'énergie primaire qui sera de l'énergie verte et le vecteur qui est soit l'hydrogène, soit le SAF. Donc ça, c'est une grande question. Aujourd'hui,
en termes énergétiques, alors, sauf erreur de ma part, mais j'ai quand même bien vérifié, le transport aérien, l'énergie consommée par le transport aérien mondial représente 16% de la consommation électrique mondiale. Ça, c'est un premier chiffre, ce qui veut dire que si instantanément on devait passer avec ces nouvelles technologies et ces nouveaux types d'énergie, bien il faut consommer 16% d'électricité, mais c'est pas 16% en réalité, parce que le rendement est pas aussi bon, il y a des pertes au niveau de la fabrication, et ça serait sûrement plus que entre 20 et 25%. Autre question, cette énergie consommée par le transport aérien représente 2,3, alors prenez pas la virgule au pied de la lettre, mais enfin l'ordre de grandeur, 2,3 fois l'énergie verte fabriquée dans le monde. Donc ça veut dire que rien que pour le transport aérien mondial, il faudrait déjà multiplier l'énergie verte par 2,3. Vous imaginez que l'aviation ne va pas être le seul secteur qui va avoir besoin d'énergie verte. On voit le défi colossal qu'il y a face à ce problème de la crise, enfin de la consommation électrique future, surtout qu'on ne manque pas d'occasion d'augmenter encore la consommation électrique en électrifiant les voitures, en électrifiant tout ce qui peut être électrifié, y compris les patinettes. Donc on va avoir un besoin électrique, je ne suis pas spécialiste de l'énergie, mais c'est des facteurs de 3 ou 4 dans quelques années qui seront nécessaires. Et donc dans ce contexte-là, le transport aérien n'aura pas d'autre solution que de passer par ces technologies d'énergie verte, hydrogène ou SAF, eh bien va se trouver en compétition probablement avec d'autres secteurs pour la fourniture de cette énergie verte. Et là, il y a un gros effort à faire. Alors Grégoire Carpentier, je voulais vous donner la parole parce qu'effectivement, à ce moment-là, parce que quand on entend tous ces leviers possibles, mais également tous ces freins, on n'est pas d'un optimisme délirant. Quels sont, pour vous, les résultats de cette étude que vous avez menée avec le Shift Project ? Alors, déjà, pour revenir sur la question des leviers de décarbonation, il y a toujours plusieurs moyens de se décarboner. Le premier moyen, c'est de réduire l'intensité énergétique de l'usage. Donc il faut imaginer qu'on aura besoin de moins d'énergie demain pour servir le même usage de transport qu'aujourd'hui. Ça se fait en améliorant l'efficacité énergétique des avions, en renouvelant les flottes. Aujourd'hui, la flotte mondiale, elle se renouvelle en moyenne tous les 25 ans. Donc, si on a beau avoir des avions qui consomment 30% de moins que la génération précédente, si on met 25 ans pour les renouveler, on gagnera 1% par an. On estime qu'on pourrait aller jusqu'à 2% par an en combinant le renouvellement et l'efficacité. Bon. En attendant, le deuxième moyen, c'est de décarboner l'énergie, on vient d'en parler, et le troisième moyen, c'est de réduire ou contrôler la demande. Pour l'instant, on part sur un scénario, la plupart des scénarios de prospective partent avec la croissance du trafic qui est fixée comme une variable d'entrée du scénario. On va prendre 3% par an. 3% par an avec 2% d'efficacité énergétique. Vos émissions croissent de 1% par an. Il faut faire moins 3,5%. Donc ça veut dire qu'il faut que l'énergie se décarbone à moins 4,5%. C'est 4 fois plus rapide que la carbonation en 170 ans de civilisation thermo-industrielle. Alors on ne dit pas que c'est infaisable, on dit qu'on a des défis qui sont colossaux qui sont devant nous. Voilà. Maintenant, sur la question... alors après, là on a parlé des SAF, il y aura évidemment l'hydrogène qui va venir derrière, mais l'hydrogène est un vecteur qui va alimenter une forme d'usage qui ne sera pas de l'usage très longue distance, sur lequel l'aviation reste le moyen de transport aujourd'hui le plus pertinent et en situation de monopole. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que à l'inverse de prendre un taux de croissance supposé comme une variable d'entrée, on en fait une variable de sortie. Et donc si tout se passe comme prévu, qu'on a des avions qui arrivent sur le marché avec une roadmap qui est tenue, si on peut accélérer le renouvellement des flottes, au moins pour le passage de 100% de SAF ou pour le passage de l'hydrogène, et si on a de l'énergie en quantité suffisante, alors on a de la croissance qui est possible, à budget carbone fixé. En revanche, si on n'a pas un de ces trois critères, on a moins de croissance qui est possible et on a des scénarios dans lesquels il y a de la décroissance. Bon, ça répond à la question.
doit-on se décarboner, doit-on décroître ou pas pour se décarboner? En fait, j'ai pas la réponse tant qu'on n'a pas fixé de budget carbone. Je dis juste que si on le prend comme une variable de sortie, on identifie des risques, on identifie des risques sur la croissance en fonction de réalisation de trajectoires technologiques ou énergétiques. Mais pour vous, il y a peu de chances qu'on y parvienne quand même. À lire l'étude, c'est ce qui ressort, qu'on ne pourra pas ne pas passer par des systèmes de limitation d'usage, par des systèmes de réduction du trafic. Alors, je ne dis pas qu'il y a peu de chances qu'on y parvienne, je dis qu'il y a des risques qu'on n'y parvienne pas. Et que si ces risques ne sont pas anticipés, on s'expose à des fragilités sur l'ensemble du système industriel. La crise climatique, la crise climatique, mais surtout la pandémie, nous a révélé une fragilité dans notre système. On s'est arrêté du jour au lendemain. Demain, on va avoir des trajectoires qui seront peut-être croissantes, peut-être décroissantes. En fait, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est qu'on va avoir des crises qui vont se succéder, d'origine climatique, d'origine peut-être sanitaire, d'origine énergétique, d'approvisionnement de matières. Et ce qui fait qu'en fait, la croissance moyenne, elle sera ce qu'elle sera dans le long terme, mais on va avoir des oscillations de croissance vraisemblablement au long de ces crises. Et il faut qu'on ait un système qui soit capable de résister à ces oscillations. Voilà. Donc on sera durable à deux raisons, selon deux critères. Si on arrive à se décarboner dans une économie qui globalement se décarbone au bon rythme, et encore une fois, il faut que l'aviation trouve son rythme, donc là il y a un arbitrage politique à faire. Et deux, si on résiste aux crises de toute nature que l'aviation, comme les autres secteurs, va traverser de manière pas certaine, mais très probable. Thibaut Normand, chez Safran, un discours comme celui-ci, on en pense quoi? Ça résonne. Enfin, je pense qu'on a un avantage quand on est un constructeur d'avions, un motoriste. On est dans des entreprises d'ingénieurs qui pensent long terme. Donc on se confronte, et on souhaite se confronter aux incertitudes et aux préoccupations qui sont celles que Grégoire Carpentier a rappelées sur les risques, la variabilité des trajectoires. On ne dit pas qu'il y a une seule trajectoire qui va advenir. On projette notre feuille de route technologique et on est convaincu qu'on peut parvenir à cette décarbonation. Mais en même temps, on peut, au sein de nos entreprises, assurer la résilience et l'adaptabilité à ce qui sera l'avenir. Et clairement, sur la question des carburants durables, nous sommes tous en concurrence, tous les secteurs. Ce qu'a évoqué Michel Wackenheim, c'est tout simplement le fait que à long terme, pour faire la neutralité carbone, il n'y a que deux sources d'énergie, les renouvelables électriques et la biomasse. Je reviens quand même sur la biomasse. C'est un des enjeux pour nous, pour le secteur aérien, que d'arriver à flécher cette énergie très concentrée vers un besoin, le transport aérien, qui a besoin justement de cette énergie concentrée, qui a besoin pour pouvoir voler de cette ressource assez particulière que sont les biocarburants, en l'occurrence de deuxième génération. Et on a tout à fait la possibilité d'avoir une part substantielle de nos besoins qui seront couverts par ça. Aujourd'hui, les biocarburants, alors certes de première génération, mais dans le secteur automobile, c'est à peu près 100 millions de tonnes. La consommation de kérosène du secteur aérien, c'est moins de 300 millions de tonnes. Ce n'est pas des ordres de grandeur de 1 à 10. Donc on peut faire des choses. Et pour finir sur la question de la croissance, donc, les carburants durables sont évidemment un des facteurs clés pour arriver à garantir une forme de croissance à long terme. Après, la question de l'arbitrage sur les budgets carbone entre les secteurs, on peut le voir de manière très politique, en se disant qu'il y aura des grandes négociations pour déterminer quelle sera l'énergie qui sera accordée au secteur aérien, au secteur automobile, etc. Ce sera sans doute aussi le résultat de compromis techniques et économiques. On a dans le secteur une capacité, on aura des coûts plus élevés à l'avenir, vraisemblablement, à cause de ces besoins en énergie décarbonée, mais on a probablement une capacité à payer ces surcoûts qui sera significative par rapport à d'autres secteurs. Alors justement, je voudrais encore, avec le temps qui nous reste, aborder deux gros sujets, celui du coût, du financement, de cette transition, et celui également de la dimension internationale du sujet qu'il ne faut pas qu'on oublie. Sur le coût, quand on voit, alors je cite l'étude du cabinet Archery Strategy Consulting qui faisait état il y a quelques mois d'une coquette somme de 1000 milliards de dollars par an d'ici 2050 nécessaires à la production d'électricité verte. Alors, pas seulement aviation, pour tous les secteurs, en gros plus que ce qui a été investi pour le moment dans toute l'histoire de l'industrie pétrolière. Quand on voit ce que nécessite également l'hydrogène, question que je vais poser bêtement,
et à la cantonade. Donc rebondit celui qui veut. Qui va payer ? C'est le passager au bout du compte. C'est un changement de modèle économique, économique pour certains acteurs de l'aérien. Comment ça va se passer, cet aspect-là ? Alors, je vais laisser les autres intervenants répondre sur la question de savoir si c'est combien le passager doit payer. Je pense qu'il y a une donnée qu'il faut garder en tête, c'est que le coût d'investissement estimé pour mettre en œuvre, transformer l'économie pour garantir l'atteinte de nos objectifs climatiques est entre 2 et 5% du PIB. Le coût de ne pas le faire est entre 5 et 25% du PIB. Donc déjà, il y a un avantage économique à le faire plutôt qu'à ne pas le faire. Vous avez cité l'exemple des CAPEX qui seraient supérieurs à ceux investis par l'industrie pétrolière, mais de toute façon, les CAPEX continuent à augmenter dans l'industrie pétrolière puisque le coût d'extraction du pétrole augmente avec la déplétion des puits sur le pétrole conventionnel. Donc de toute façon, l'énergie va coûter de plus en plus cher et c'est pas uniquement parce qu'on veut faire des énergies décarbonées qu'il faudra payer. Voilà. Et quand on parle des coûts d'investissement, notamment dans les carburants durables, effectivement, on se place en général quand on a ces discussions du point de vue du secteur aérien. Il faut vraiment englober tout le secteur de l'énergie, le secteur pétrolier. Les investissements pour rejoindre cette trajectoire de développement des SAF, il y a des travaux qui nous ont estimé à peut-être un peu moins de 10% des investissements du secteur pétrolier. Le secteur pétrolier investit dans le raffinage notamment, investit très lourdement aujourd'hui. Ce sont des substitutions, des transitions qu'on doit opérer et il ne s'agit pas de se dire que apparaît une bulle d'investissement sur la question des carburants durables, le reste étant inchangé. Après, le coût des carburants, des SAF, sera plus élevé que le kérosène, y compris à long terme. Ce n'est pas la même structure de coût, les effets d'échelle seront à un moment limités sur la partie biocarburant en raison des ressources, et sur la partie carburant synthétique ou hydrogène, il y a ce besoin et cette compétition sur l'électricité, sur la capture du carbone, donc les coûts seront plus élevés. Et d'une certaine façon, il faudra à un moment que le passager porte ces surcoûts, même si l'efficacité accrue des avions fera qu'une partie sera réduite du fait d'une moindre consommation. Sur l'aspect international, je voulais y venir, Michel Wackenheim, parce qu'on sent que l'Europe, évidemment, on l'a dit en introduction, est assez active, commence à poser un cadre, notamment d'incorporation de ces SAF. Seulement, l'enjeu, il est bien à l'échelle mondiale. L'OACI organise une assemblée générale en septembre. Il y a des choses à en attendre ? Alors oui, il y a des choses qui sont non seulement en attente, mais en discussion au niveau international. Je voudrais insister sur le fait qu'on est dans une industrie, on est dans un secteur qui est par nature international. C'est-à-dire les avions, ça vole d'un pays à l'autre et en général assez loin. Et donc, autant que faire se peut, il faut mieux trouver des solutions communes, des compromis ou des consensus au niveau international. Faute de quoi, eh bien, on peut se heurter à des difficultés et avoir des solutions contre-productives. Alors, vous avez parlé de l'Europe. Entre-temps, j'ai quand même regardé un autre sujet qui est celui de l'attitude de l'Union européenne par rapport au reste du monde. Alors, on parlait tout à l'heure de l'incorporation, mais il y a autre chose qui est en train de se préparer, qui concerne l'application du système européen ETS, alors qu'on appelle EU ETS dans le jargon, aux vols internationaux. Alors c'est un épisode que j'ai bien connu en 2012, où l'Europe a cherché à imposer donc son système, ce qui se traduit par des effets financiers évidemment sur les compagnies internationales, et sans aucune concertation, avait préparé un projet de texte pour imposer ce qui était interprété comme des taxes, c'est pas exactement des taxes, hein, mais enfin bon, aux vols internationaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le reste du monde a dit non, et il y a eu un différend très important au sein de cette organisation d'aviation civile internationale, qui est une organisation spécialisée des Nations Unies, et les pays les plus combatifs et les plus concernés, notamment la Chine,
ont été très loin dans la pression sur l'Europe, puisqu'il y a eu des mesures de rétorsion sur l'industrie. Et c'est monté donc à un niveau politique qui a fait qu'au bout d'un moment, quelques mois, le projet européen a été abandonné. Et il a été limité aux frontières de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il y a un ETS qui s'applique au vol intra-européen. Et puis comme surprise récente, une commission environnement du Parlement européen a l'intention de rétablir cet EU ETS, sans même en discuter avec personne, évidemment. À 3 mois ou 4 mois d'une assemblée de l'organisation qui se tient à Montréal fin septembre, début octobre, au cours de laquelle l'Europe espère bien obtenir un compromis, un accord sur des objectifs à long terme. Parce que ce qui manque quand même, c'est quand même un accord général sur les objectifs à long terme, sur le fait que l'aviation devrait en 2050 ne pas dépasser tel ou tel niveau, le net zéro émission étant la référence de l'industrie. C'est difficile, il y avait déjà beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qui est difficile concrètement? Il y a des pays qui bloquent? De convaincre le reste du monde qu'il faut opérer de cette façon-là. En réalité, et là j'en viens à un autre aspect des choses, c'est que aussi bien le protocole de Kyoto que l'accord de Paris, il n'y a pas que le 1,5 degré, il y a aussi un principe qui s'appelle responsabilité commune mais différenciée et prise en compte des spécificités locales. Autrement dit, il y a un certain nombre de pays dans le monde qui ont obtenu, dans le cadre de ces accords, que les contraintes éventuelles s'appliquant au transport aérien ou les engagements pris par les États soient différents d'un pays à l'autre et que en Europe ou dans les pays développés, aux États-Unis, on ait peut-être plus de contraintes parce qu'on a plus de capacité à le faire, plutôt que dans d'autres pays en développement ou émergents, grands émergents comme la Chine, l'Inde et autres. Bon, ça ne veut pas dire que ces pays-là n'ont pas pris conscience de la nécessité de mettre en place une politique à long terme. Ça veut dire qu'ils considèrent que la charge ne doit pas être répartie de façon identique entre tous les pays. Donc c'est au titre de cette politique qui est très clairement une politique de discrimination. On discrimine entre ceux qui peuvent et ceux qui peuvent moins. Et donc, l'autre principe de base de l'OACI, qui est justement la concurrence, la concurrence loyale, l'absence de distorsion, la libre accès au marché, etc. Donc, une libéralisation des marchés aériens. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui colle pas, et qui rend les choses difficiles. Nous, l'Académie, on a recommandé justement qu'on lance vraiment des négociations pour faire avancer et intégrer dans les principes de base de l'OACI cet objectif climatique qui n'y figure pas. Il n'y a rien dans la Convention de Chicago là-dessus. Donc, il faudrait pouvoir négocier, mais pour ça prend des années et des années. Et c'est pas certainement en prenant une mesure unilatérale que j'évoquais au début qu'on va y arriver. Je pense au contraire qu'on va obtenir le résultat contraire, c'est qu'il n'y aura pas d'accord à Montréal. Donc il faut mieux que l'Europe, effectivement, s'abstienne de prendre des mesures unilatérales avant une période où il va falloir négocier un objectif à long terme qui est très important pour l'avenir de ce secteur. Voilà ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'international, mais c'est l'essentiel. Justine Coutard, est-ce qu'on a une idée si à l'échelle européenne ou mondiale, les aéroports sont prêts à s'engager, sont prêts à investir, ou est-ce qu'on n'en sait rien? À votre haussement de sourcils, j'ai un doute. Non, c'est difficile de répondre de manière uniforme, évidemment, pour tous les aéroports européens et a fortiori mondiaux. Simplement, on a la chance, au sein du groupe ADP, d'avoir déjà un bon échantillon d'aéroports, ceux qui font partie de notre réseau international et avec lesquels, justement, on travaille sur une feuille de route commune. Donc, pour essayer d'avoir des objectifs communs en termes de décarbonation, avec des techniques et des chemins qui sont très différents d'un pays à l'autre. Et on voit bien aussi que les sensibilités ne sont pas du tout les mêmes selon les contextes géopolitiques et culturels. Pour autant, on voit aussi que nos aéroports indiens, par exemple, sont très en avance sur ces sujets de décarbonation, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce sont des infrastructures récentes
et donc beaucoup plus performante en termes énergétiques, et parce que très tôt aussi, ils ont pris en considération ces enjeux. Donc ils font plutôt figure de modèle et de moteur, de notre point de vue, sur la manière de bâtir cette feuille de route de décarbonation. Pour autant, il faut rappeler qu'effectivement, on est dans un secteur éminemment concurrentiel. C'est le cas pour les compagnies aériennes, c'est aussi le cas pour les aéroports et au premier chef pour les hubs internationaux comme celui de Paris-Charles de Gaulle. Et effectivement, si on a une approche circonscrite au cadre européen, ça n'a pas beaucoup de sens pour une activité qui est éminemment internationale et concurrentielle. Et donc on sait très bien qu'il y aura des correspondances qui se feront dans d'autres hubs internationaux, moins réglementés, moins contraints, et pour lesquels les enjeux climatiques sont moins présents aujourd'hui. Thibault Normand, une réaction? Oui, je crois qu'on a de la chance en France et en Europe d'avoir des leaders dans le secteur de l'aéronautique notamment. Et nous, entreprises, Safran, Airbus, Thales, on est mondiaux. Et notre enjeu de décarbonation, notre scope 3, pour être très technique, il est mondial. Et donc on ne peut pas se contenter d'un développement des carburants durables en Europe et aux États-Unis. On a besoin que l'ensemble de la planète fasse cette transition. Et aujourd'hui, on est des leviers pour aller accompagner des pouvoirs publics qui, pour certains sujets, en Asie notamment, regardent depuis un peu moins longtemps cette question des SAF, mais ont absolument envie de faire cette transition. Ils sont comme nous, ils ont une dépendance vis-à-vis des produits fossiles, des produits pétroliers, donc ils y trouveront un intérêt. Mais très concrètement, à Singapour, en Corée du Sud, au Japon, en Chine, nos représentants locaux sont en train de nouer des discussions avec les acteurs locaux. On amène un regard sur les carburants durables, on amène des expérimentations, des études qui ont été faites en Europe, aux États-Unis, vers ces territoires, et on les pousse dans l'autre sens à se muscler, à se doter de stratégies publiques autour de ces carburants durables. Donc, à côté des discussions internationales, nous, entreprises, avec le footprint mondial qu'on a, on est aussi un vecteur pour essayer d'embarquer l'ensemble de ces acteurs peut-être un peu moins avancés, parce que c'est existentiel pour nous qu'il n'y ait pas que l'Europe, les États-Unis ou les pays développés qui fassent cette transition. Grégoire Carpentier, vous avez la lourde tâche de conclure cette table ronde. Je vais être rapide parce que je vois qu'on a déjà exactement épuisé le temps. Je m'inscris complètement dans ce qui a été dit précédemment sur le caractère absolument international et mondial de l'enjeu. Je suis personnellement convaincu que l'OACI est la bonne instance pour adresser ce type de problème, puisque la première chose qu'elle a, c'est qu'elle existe, c'est qu'elle dépend de l'ONU. Le GIEC dépend lui aussi de l'ONU. Le GIEC a eu le prix Nobel de la paix en 2007 pour ses travaux. L'aviation se veut un vecteur de pacification des peuples et d'échange entre les cultures. Eh bien, moi je souhaite qu'un jour l'OACI se voit décerner le prix Nobel de la paix, parce qu'elle aura réussi à trouver une façon de partager cette contrainte, le gâteau énergétique et le gâteau climatique. Et il n'y en aura pas pour tout le monde, mais il va falloir qu'on se les partage. Il y aura besoin de concertation, il y aura besoin de diplomatie, il y aura des rapports de force. Mais si ça ne se passe pas à ce niveau-là, eh bien, on aura un monde qui sera moins coopérant, et un monde qui est moins coopérant, c'est un monde qui a moins de chances d'arriver à gérer ces risques climatiques et ces risques de transition. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Je vous remercie. Vous en êtes très bien sortis. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou si vous avez déjà faim, mais s'il y a des questions, vous pouvez. Non, alors bon appétit, puis bonne journée. Merci. Pardon, une question. Ici. Oui, on vous apporte un micro. On parle beaucoup de transport aérien mondial et au final, 80% des émissions, j'ai plus le chiffre en tête, mais sont réalisées par les courts et moyens courriers. Est-ce qu'au final, une des réponses n'est pas régionale? Qui veut répondre? Oui, moi j'ai plutôt en tête le contraire, c'est-à-dire en tout cas 60-70% des émissions à partir de 4500 km. Alors après, tout dépend ce que vous appelez court et moyen courrier. Évidemment, un A320 aujourd'hui peut aller plus loin, mais en termes de distance de vol, au-delà de 4500 km, 5000 km, c'est quand même une très très grande partie des émissions pour un nombre de vols très limité. Après, sur le régional, derrière, ça peut renvoyer vers des questions d'alternatives et notamment du train. Mais soyons clairs, en Europe, il y a un réseau ferroviaire
qui peut être encore optimisé, développé, etc. Aux États-Unis ou a fortiori dans des territoires géographiquement plus compliqués en Asie, on n'a pas cette alternative. Et donc la question du report vers le train, oui, elle se fera tendanciellement en Europe, là où il y a des réseaux. Sur les territoires où il n'y a pas cette infrastructure, cette habitude, on ne peut pas compter sur le fait qu'en 15-20 ans, il y ait des infrastructures ferroviaires extrêmement performantes et maillées qui se mettent en place. Merci à vous. Très bonne journée. Merci.